Bonjour François Molins. Bonjour. Il n'est pas forcément nécessaire de vous présenter, puisque les Français vous connaissent bien. Vous avez été le visage de l'antiterrorisme pendant la vague d'attentats en 2015. Ancien procureur de la République, vous avez supervisé les enquêtes des attaques, celles de janvier, mais aussi celles qui ont suivi, malheureusement. C'était il y a 10 ans. 10 ans déjà, mais dans votre tête, à vous, c'était comme si c'était hier, puisque vous étiez à l'intérieur de ces attentats. Oui, effectivement, 10 ans, c'est énorme, mais les souvenirs sont très présents, en fait, dans ma tête. Ils sont tellement forts, en réalité, que c'est comme si c'était il y a un mois ou il y a un an. Vous serez tout à l'heure rue Nicolas Appert pour les commémorations? Oui, bien sûr. Je pense n'en avoir jamais raté une. Et qu'est-ce que vous éprouvez quand vous retournez sur place? Beaucoup d'émotions. Les images qui sont présentes reviennent, elles sont réactivées. Et puis ces commémorations, ça c'est le bon côté des choses, ça permet de revoir des acteurs qui étaient avec moi, avec mon équipe le jour des faits. Puis ça permet de revoir des victimes et des familles de victimes, avec lesquelles au fur et à mesure se tissent des liens. Quel sentiment aujourd'hui ? Quelle sensation vous ressentez là ce matin, à quelques minutes, à quelques heures de cette commémoration devant les anciens locaux de Charlie Hebdo? C'est toujours une forme de tristesse de voir que notre pays ait eu à affronter un drame épouvantable comme ça, hein, et un drame finalement, un attentat dont la matrice en réalité est constituée par la liberté d'expression et l'antisémitisme. Donc c'est quelque chose de particulièrement fort, hein, et c'est pour ça que c'est un attentat qui, au-delà de sa place dans l'histoire du terrorisme, a une place un peu particulière, parce que c'est un attentat qui a aussi une dimension qu'on pourrait qualifier d'un peu philosophique et politique, parce qu'on attaque la liberté d'expression et effectivement les valeurs d'égalité et de dignité. On va retourner 10 ans en arrière, si vous voulez bien, François Molins, quand les frères Kouachi s'attaquent à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Vous arrivez sur la scène de crime une vingtaine de minutes plus tard. Dans vos mémoires, Au nom du peuple français, aux éditions Flammarion, vous écrivez « De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça ». Non, j'avais jamais vu ça, parce que quand on est procureur, on est habitué à voir des scènes de crime, on est habitué à la violence, mais j'avais jamais vu une scène de crime comme ça, avec 10 morts dans cette salle de rédaction, hein, puisque c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est donc quelque chose effectivement d'extrêmement violent. Ce qu'il faut dire, c'est que quelques minutes avant, vous attendiez à voir un mort, c'est l'information que vous aviez. Le compte-rendu téléphonique que j'ai, le premier, effectivement, vous savez, les comptes-rendus, plus c'est rapide et plus c'est lapidaire, et plus ça peut évoluer. Le premier compte-rendu fait état de la fusillade et d'un mort, qui est en fait le mort le plus visible, qui est Monsieur Boisseau, qui est l'agent d'entretien qui est abattu à l'entrée des locaux par les frères Kouachi. C'est un magistrat qui entre dans cette salle de rédaction, mais c'est aussi un homme. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la juste distance dans un moment comme celui-ci? Quelle a été votre réaction? Mais je l'explique dans mon livre. Moi, j'ai eu un geste irrésistible, en fait, c'est que je me suis signé. Hein, un signe de croix? Oui. Et je me suis accordé 1 ou 2 minutes de recueillement pour les victimes et leurs familles qui étaient là. Une prière? C'est à la fois, je vous dis, c'est irrésistible, et c'est aussi une forme de refuge. Ça a été ma façon à moi de gérer mes émotions. Et après cette grosse minute de recueillement, je suis passé à mon office professionnel, et j'ai essayé de remplir ma mission de la façon la plus rigoureuse que je le pouvais. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que les journalistes de Charlie faisaient déjà l'objet de menaces de mort. Oui. Depuis longtemps, certains avaient une protection, étaient suivis d'une protection des forces de l'ordre. Avec le recul, est-ce que vous diriez que les services de renseignement, les forces de l'ordre, ont pu sous-estimer la possibilité d'une attaque de cette nature ? C'est une surprise, mais c'est une demi-surprise, Charlie Hebdo, en réalité, parce que, comme vous dites, il y a effectivement des menaces récurrentes qui existent depuis longtemps. Ils ont eu un attentat au cocktail Molotov qui a détruit leurs locaux 4 ans avant, lorsqu'ils étaient boulevard McDonald. La plupart des journalistes sont protégés et surprotégés. Donc, c'est une surprise, mais c'est une demi-surprise, parce qu'effectivement, retrouver les frères Kouachi dont la surveillance a été arrêtée quelques mois avant, à ce stade, et sur un attentat comme ça, les services de renseignement ne l'avaient pas vu. Certains ont expliqué récemment que il y avait tous les aimants du puzzle, mais le puzzle n'a pas été assemblé. Mais le puzzle n'a pas été assemblé pour des tas de raisons. C'est comme ça.
Je reviens sur ce moment, ces journées de janvier 2015, 7, 8 et 9 janvier, jusqu'à la neutralisation des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly à l'Hypercacher. Vous dites que les moments les plus éprouvants sont ceux de la nuit du 8 au 9 janvier. Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, c'est la deuxième nuit, c'est la nuit du jeudi au vendredi. On ne dort pas. En réalité, on dort très très peu. On dort peut-être 2 ou 3 heures par nuit, pas plus. Parce que la traque continue, faut le dire. Et surtout, cette nuit, elle est très éprouvante parce que on sait que l'auteur de l'assassinat de Montrouge, c'est Amédi Coulibaly. Il a été reconnu par un témoin. Parce qu'un policier avait pensé à lui de façon très juste. On a retrouvé sur lui une cagoule avec un cheveu et on va retrouver l'ADN d'Amédi Coulibaly. Donc très vite dans la nuit, on enchaîne les perquisitions chez lui, chez Ayad Boumedienne et chez sa mère pour essayer de le retrouver. Et dans les 3 cas, on fait chou blanc. En réalité, il est parti puisqu'il a loué depuis quelques jours un appartement à Gentilly pour aller se cacher. Donc là, il y a 3 terroristes dans la nature. Est-ce que vous vous dites, on ne va pas y arriver ? Exactement. Et ce sentiment, il a été renforcé le jour où effectivement, le vendredi après-midi, alors que le plan d'assaut contre les frères Kouachi a été validé au plus haut niveau de l'État. Ada Martin-Angoël. Oui, Ada Martin-Angoël. On se trouve effectivement avec Amédi Coulibaly qui, tel le diable sorti de sa boîte, arrive à l'Hypercacher, abat 4 personnes et vient nous dire, si vous donnez l'assaut aux Kouachi, avec qui je suis coordonné, moi j'abats tous les otages. Avec ce dilemme terrible. Et effectivement, à ce moment-là, assez inédit d'ailleurs dans les affaires de terrorisme. J'ai pensé, mais c'est pas possible, on n'en sortira jamais. Et finalement, grâce au professionnalisme des unités d'assaut, BRI, GIGN, RAID, on s'en est sorti et la situation a pu être rétablie. Et puis il y a eu la marche en soutien aux victimes, notamment celle de Charlie Hebdo et pour la liberté d'expression. C'était le 11 janvier 2015. Voir ces millions de personnes défiler ensemble, tous ces chefs d'État et de gouvernement présents à Paris, c'était important, voire nécessaire à ce moment-là ? Je pense que oui, parce que c'est le signe aussi que nos concitoyens ont compris en réalité que derrière Charlie, on veut tuer une idée, on veut tuer une valeur. Et je pense que c'est effectivement cette valeur, ces valeurs qui sont vraiment fondées sur la citoyenneté dans notre démocratie. Mais c'est ça qu'il faut défendre. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'on a tant de monde. Je crois qu'il y a eu quasiment 4 millions de Français dans les rues. On n'avait jamais vu ça. Oui. On l'a d'ailleurs plus revu depuis. Vous dites que c'est le dernier moment de concorde nationale ? Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que je pense effectivement que, objectivement, on n'a pas eu un tel moment de concorde depuis effectivement cette manifestation du dimanche 11 janvier. Et on est au cœur, à ce moment-là, d'un très long cycle de terrorisme, dont on se demandera d'ailleurs si on en est vraiment sorti, mais qui commence en 2012 avec les attentats de Toulouse et Montauban, qui va se poursuivre évidemment ensuite avec les 13 novembre 2015, avec l'attentat de Nice, avec de nombreuses autres actions terroristes. Est-ce que dans vos responsabilités à l'époque, vous vous êtes dit cette période ne va jamais se terminer? Ça, on s'est dit, c'est effectivement très anxiogène parce qu'on va s'enchaîner les attentats. 2015, il y a Verviers en Belgique quelques jours après, puis il y a Villejuif, il y a le Thalys, il y a Sally à Villefontaine. Le chef d'entreprise enlevé et décapité, le Thalys, et puis après le 13 novembre. Donc effectivement, c'est très anxiogène. Et c'est difficile à vivre parce que, je pense pour les acteurs, qu'ils soient policiers, agents du renseignement ou magistrats, un attentat, c'est toujours un échec. Et c'est toujours perçu comme ça. Donc on a cru effectivement que c'est difficile psychologiquement parce que on essaie toujours, dans ces cas-là, d'améliorer notre action, d'améliorer nos façons de travailler, d'être plus efficaces. Et pour autant, le cycle infernal continue avec la commission de nouveaux attentats. Donc c'est vrai que c'est difficile à vivre. Jérôme le disait, vous étiez un magistrat, mais vous êtes un homme. La succession d'attentats, elle a touché tous les Français. Elle vous a touché, vous en particulier, j'imagine aussi. Qu'est-ce qui vous a empêché de flancher ? Je pense la foi en mon métier, et puis le courage collectif que j'ai tiré de l'équipe d'alors du parquet de Paris, où j'avais une super équipe à l'époque avec des jeunes vraiment hyper compétents, hyper motivés, et je crois beaucoup au courage collectif, moi, effectivement. Et je pense qu'on s'est trouvé dans une situation dans laquelle on a pris conscience qu'il y avait des enjeux extrêmement forts qu'il fallait relever. Et moi, j'ai toujours été persuadé que ces enjeux avaient finalement un peu transcendé les gens. C'est-à-dire, avaient amené l'équipe du parquet de Paris
à faire des choses qui sortaient de l'ordinaire et qu'elle n'aurait jamais imaginé être capable de faire. Vous vous êtes tous dépassés à ce moment-là. François Molins, un projet de musée du mémorial du terrorisme était lancé. Il devait ouvrir en 2027 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Mais le projet a été abandonné. Aujourd'hui, il est de nouveau d'actualité. J'ai une bonne nouvelle, effectivement, parce que je peux annoncer que le président du GIP, Henri Rousseau, et la directrice générale, Elisabeth Pelcé, ont été reçus hier soir par le président de la République, qui leur a annoncé que le projet n'était pas abandonné du tout, mais qu'il allait être repris. Donc il devrait être conduit à son terme, et j'espère qu'il le sera, parce qu'il était bien avancé, et on continuera à se battre avec toute notre énergie pour qu'il aille à son terme. C'est important, un tel musée. Oui. Il y en a dans plusieurs villes qui ont été touchées par des attentats. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce musée ? C'est important parce que ce musée, ça va être à la fois un lieu de mémoire, et donc lieu de mémoire, qui dit lieu de mémoire, dit lieu de reconnaissance et de justice pour l'ensemble de la communauté victime du terrorisme. Mais ce mémorial, il a aussi vocation à être un lieu de culture, de réflexion et d'échange autour, donc de pédagogie, autour des valeurs de la citoyenneté, avec une dimension qui peut être intéressante parce que ça pourra, notamment à l'égard des jeunes, faire réfléchir aux valeurs de la citoyenneté, et j'espère que ça pourra constituer aussi un instrument de prévention par rapport effectivement à tout ce risque terroriste. Et puis évidemment, vous parlez de valeurs pédagogiques, il faut parler de ce que vous avez appris, vous, les magistrats, en 10 ans, depuis, ça va nous amener au-delà du fil info qu'on va entendre dans quelques minutes, mais quand même, ces 10 dernières années, la justice, elle s'est transformée profondément sur ces questions de terrorisme. Oui. Qui est-ce qui a changé, François Molins ? Alors d'abord, après Charlie Hebdo, effectivement, c'est un pic qui va se traduire par des choses importantes. Il y a d'abord, pour les services de renseignement, là, il y a la loi du 24 juillet 2015 qui va donner un cadre légal à leur action, qui va beaucoup vouloir faciliter les choses. Pour la justice, Charlie Hebdo, en réalité, va nous amener à repenser la réponse judiciaire dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on va affiner nos organisations, des référents victimes au parquet et dans les services de police. On va réfléchir à une meilleure coordination des services d'enquête qu'on confiera désormais à la sous-direction de l'antiterrorisme. Et puis surtout, on va revoir notre politique pénale en matière de financement du terrorisme, parce qu'on a bien compris effectivement l'importance que ça pouvait avoir dans la commission de ces attentats. Et on va être amené à participer, bien sûr, à la réflexion du législateur pour durcir la loi. Je vous prends un exemple. C'est sur une suggestion du parquet de Paris qu'a été créé ce qu'on appelle le terrorisme par incitation parentale. Les parents qui envoient leurs enfants combattre chez Daesh, on n'avait pas d'infraction pour punir ça en dehors d'une petite infraction avec 2 ans de prison, c'est devenu un crime passible de 15 ans. Ça, c'est une suggestion du parquet de Paris. On a participé à tout ça et on a revu notre politique pénale en judiciarisant les femmes, dont on avait compris la nuisance possible au sein de Daesh, et en criminalisant tous ceux qui avaient rejoint Daesh pour aller combattre. Et on a criminalisé ceux qui étaient partis à partir de début janvier 2015. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. C'est Charlie Hebdo. Ouais. Et on va justement y revenir juste après le fil info. François Molins, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. Pour le moment, il est 8h46. Le rappel des titres, Maureen Suignard. 9 attentats ont été déjoués l'année dernière selon Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur affirme ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France que la menace terroriste n'a jamais été aussi présente. Il demande au préfet de renforcer la sécurité des grands rassemblements à venir. Des mots alors que se dérouleront en fin de matinée à Paris les cérémonies d'hommage aux victimes de l'attaque de Charlie Hebdo. C'était il y a 10 ans. 8 membres de la rédaction assassinés par les frères Kouachi, 4 autres personnes tuées dans la rue. Un invité de la rédaction, un agent de sécurité et 2 policiers. Il faut que la société reste en alerte pour ne rien céder à ces forces fanatiques, affirme ce matin l'ancien président François Hollande. Les puissantes secousses ont provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments au Tibet. Un séisme d'une magnitude 6,8 a frappé la région et fait au moins 53 morts. Les emballages alimentaires à base de fibres végétales peuvent contenir des substances nocives. C'est ce que dénonce ce matin l'association de consommateurs CLCV. Du bisphénol A notamment retrouvé. C'est un perturbateur endocrinien interdit en France depuis 2015. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Et l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, témoin de premier plan des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher il y a 10 ans jour pour jour. On évoquait l'importance des départs en Syrie, l'évolution de la justice. Juste avant le fil info, vous nous avez rappelé qu'en 2015, partir en Syrie n'était pas systématiquement considéré comme un crime. On a appris il y a quelques jours que la veuve d'Amélie Coulibaly, Ayat Boumedienne, serait toujours en vie et en Syrie, selon des informations du parquet national antiterroriste révélées il y a quelques jours par Le Parisien. Cela vous surprend-il ? Non, du tout. Ça rejoint des informations que j'avais eues, moi, à l'époque où j'avais encore des liens avec les services de renseignement. Ça devait être il y a 2 ou 3 ans, où effectivement, les services de renseignement confirmaient la présence d'Ayat Boumedienne là-bas. Je suis pas étonné parce que après les attentats de Charlie, elle a eu effectivement un statut de veuve de martyr, qui lui assurait une place très protégée et très privilégiée au sein de l'organisation terroriste. Il y a des moyens en droit français pour qu'elle soit arrêtée et transférée. Les moyens en droit, ils existent. Tous les terroristes qui ont rejoint Daesh ou les organisations affiliées à Al-Qaïda font l'objet normalement soit de mandat d'arrêt, soit ont déjà été condamnés par défaut, parfois à des peines très lourdes, ce qui fait que si on les retrouve, ils sont arrêtés dans le cadre du mandat d'arrêt ou dans le cadre de la condamnation prononcée contre eux, dont ils peuvent faire opposition, auquel cas ils sont rejugés. Donc les instruments juridiques sont là. Il manque plus qu'à les retrouver et à les interpeller. Il faut rappeler que ces attentats aussi se sont produits alors que la Syrie et l'Irak étaient pour partie occupés par l'organisation État islamique. Depuis un mois tout juste, la Syrie est dirigée par un homme qui a été affilié à l'État islamique, à Al-Qaïda aussi. Est-ce que cela renforce la menace ? Al-Joulani était effectivement à l'époque le chef du front Jabhat al-Nusra qui était affilié à Al-Qaïda, mais on voit que l'image a évolué, quoi. Je pense que clairement, il est plus... Il dit avoir pris ses distances. Oui, mais je pense que clairement, si ce qu'il dit est vrai, il est plus vraiment sur une approche de djihad global, importé, mais il est beaucoup plus sur une application de la charia sur la Syrie. Mais en 2015, comme magistrat, il était dans vos radars. Tout à fait. À l'époque, Daesh n'est pas encore arrivé en Syrie, et l'organisation phare en 2011-2012 en Syrie, c'est le front Jabhat al-Nusra. Daesh viendra après, et ça sera d'ailleurs le théâtre d'une lutte vraiment très sanglante entre les deux organisations qui se disputent la suprématie. Donc c'est quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, mais il faut aussi être prudent. Et je pense qu'il va falloir juger l'évolution. Moi, il y a un clignotant qui me paraît très intéressant pour voir la sincérité de ce qu'il dit. Ça va être le traitement qu'il va réserver à toutes les minorités religieuses, alaouites et chrétiennes, en Syrie. Ça, je pense que ça va être un capteur très intéressant. On voit bien qu'il multiplie les déclarations rassurantes. Oui. J'ai vu qu'il avait fait l'éloge du pape auprès d'un haut dignitaire de l'Église catholique. C'est assez surprenant. Il faudra voir tout ça. Puis je pense qu'on va aussi pouvoir le juger à l'aune d'un deuxième phénomène, c'est que on a des tas de dossiers judiciaires aujourd'hui en Syrie, avec des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime de Bachar el-Assad. Donc il va falloir voir comment et la qualité de la coopération du nouveau régime syrien pour faire avancer ces dossiers. En parlant des minorités en Syrie, ce sont les Kurdes qui nous ont aidés à combattre l'État islamique. Ce sont eux aussi qui gèrent les camps où sont aussi regroupés des djihadistes français, des femmes souvent, accompagnés de leurs enfants. Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que si le pouvoir en place s'en prend aux Kurdes, tous ces djihadistes se finissent dans la nature ? Par rapport à ça, effectivement, c'est un risque qui est présent depuis le début. C'est que l'instabilité, l'instabilité géopolitique de la région fait effectivement peser un aléa sur, en termes de sécurité, sur le devenir de tous ces gens qui sont gardés dans ces camps. Si effectivement ils sont plus gardés, il y a le risque effectivement qu'ils s'éparpillent dans la nature, et il y a le risque de voir de nouveau rejoindre des organisations terroristes, des gens qui étaient prisonniers dans ces camps, des hommes, des femmes. Parce qu'il y a ces camps, mais il y a aussi dans le groupe HTC qui a pris le pouvoir en Syrie, des djihadistes français qui ont été identifiés par des experts. Bien sûr. Alors moi, là, j'ai pas d'éléments précis là-dessus. Mais du coup, votre inquiétude, est-ce qu'il y a une inquiétude derrière ça ?
Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être naïf et je pense qu'il faut être prudent. Il y a peut-être eu des évolutions dans la doctrine de ces gens-là, mais il faut effectivement être très attentif, sans naïveté, à l'évolution de la situation. Et si certains de ces djihadistes font l'objet de titres de recherche et de mandats d'arrêt, je pense qu'ils ont vocation à être interpellés. Et plus près de chez nous, sur le sol français, François Molins, il y a aussi ces dizaines de condamnés pour terrorisme qui sortent de prison chaque année. 83 en 2024, 60 à la fin de cette année 2025. Ce sont des chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Pour lui, il faut faire comme pour les pédocriminels, adopter des mesures de sûreté, de rétention, des mesures judiciaires très fermes dans des centres de rétention. Qu'est-ce que vous en dites comme magistrat, comme ancien magistrat ? Je pense que c'est une vraie question, mais qu'il faut aussi éviter de tomber dans l'amalgame. Bien sûr, il y a un risque, en ce qui concerne les terroristes qui sortent de prison après avoir purgé leur peine. Il faut absolument avoir des mesures de suivi. On en a aujourd'hui, à travers un certain nombre de dispositifs qui ont été instaurés par le législateur. Mais est-ce qu'on en a suffisamment ? On n'a pas assez d'hommes. La question se pose effectivement de la rétention de sûreté à l'égard des gens qui sont les plus dangereux. Mais je pense que la rétention de sûreté... Est-ce qu'on sait les repérer, les gens les plus dangereux ? La rétention de sûreté, c'est fait véritablement, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est conçu pour les criminels sexuels. C'est vraiment fait pour les gens qui présentent un risque de récidive extrêmement important. Donc il ne faut pas tomber dans la généralisation, il faut trouver des instruments qui soient adaptés aux cas les plus dangereux. Mais c'est effectivement une vraie question qui se pose déjà depuis plusieurs années, et je pense que c'est une responsabilité qui est entre les mains de nos politiques. Mais encore une fois, c'est des peines extrêmement graves et extrêmement lourdes. Il faut que les réponses pénales, elles soient proportionnées, que les dispositifs soient proportionnés à la personnalité et au risque de dangerosité. Donc, par essence, ce genre de mesure doit être réservé aux cas les plus graves, aux cas des gens qui présentent effectivement des risques très forts de récidive. Ce qui nourrit la réflexion de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, c'est que, selon lui, la déradicalisation en prison, c'est une vue de l'esprit. Il dit ça marche pas, faut pas y croire. Je pense que ça peut marcher. Moi, j'avais discuté avec des imams. Simplement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est effectivement aléatoire. Mais on a des cas de désengagement. Puisque maintenant on parle plus de désengagement que de déradicalisation, on a des cas de djihadistes, mais je pense que le procureur national antiterroriste répondrait mieux que moi là-dessus. Mais vous en avez vu, vous en avez rencontré des personnes radicalisées. On a des gens qui aujourd'hui ont un regard différent, ont pris du recul par rapport à ce qu'ils ont fait et qui ont compris qu'ils avaient mal agi. Mais effectivement, c'est peut-être pas la majorité. Alors moi, j'ai pas les statistiques précises. Par contre, c'est vrai, je pense que ça représente un travail qui est extrêmement important parce que ça nécessite aussi un travail de déconstruction sur le plan religieux. Et ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc ça renvoie aussi à une politique qui renvoie à la responsabilité de nos gouvernants, qui est celui de recruter bien, parce qu'il ne faut pas recruter n'importe qui, et recruter davantage, effectivement, d'imams qui soient aumôniers dans les prisons et qui essaient effectivement d'engager ce travail. L'état de la menace reste très très élevé, selon Bruno Retailleau. Ce matin, vous diriez qu'aujourd'hui, la France est dans la même situation face au risque terroriste qu'en 2015 ? Non, alors, je pense que M. Retailleau est beaucoup mieux informé que moi pour dire ce genre de choses. Je pense qu'il y a quand même des différences avec 2015. Je ne pense pas qu'il y ait le même risque d'attentats projetés comme on a pu en avoir avec Charlie Hebdo, puisque les Kouachi étaient missionnés par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ACPA, ou avec les équipes de Vendredi 13 ou du Thalys. Donc, pourtant, je pense que la menace terroriste, elle est là. Je pense qu'elle sera toujours là. Le risque zéro, il n'existera jamais. Avec notamment des individus isolés. Mais elle est un peu différente. Alors, il y a effectivement tout le danger représenté en termes d'importation par la densité de tout ce qui se passe actuellement sur ce qu'on appelle le Khorasan, sur toute cette zone Afghanistan-Pakistan et sud de la Fédération de Russie. Donc le danger représenté par tous les gens de cette communauté dans les différents pays où ils se trouvent. Et on a vu les derniers attentats commis en France, notamment par des gens des représentants de la communauté tchétchène, sans vouloir la stigmatiser, bien sûr. Et puis il y a effectivement un risque de terrorisme inspiré avec des gens effectivement sur fond de radicalisation
qui peuvent être inspirés par l'idéologie mortifère de Daesh, d'Al-Qaïda, et qui vont décider de passer à l'acte. Encore ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est un risque effectivement qui est présent, qui est très fort, et qui renvoie à la difficulté effectivement de détecter ces gens-là, parce qu'il y a effectivement un travail très, très lourd à faire de la part des services de renseignement, et toujours le risque la possibilité pour ces gens-là de passer sous les radars et de ne pas être détectés à temps. François Molins, on a commencé l'entretien en disant que vous êtes l'un des visages qui a marqué les Français, puisqu'au moment des attentats, vous avez tenu de nombreuses conférences de presse pour nous tenir au courant de ce qui se passait. Et ce qu'il faut dire, c'est que vos interventions étaient écrites à la virgule près. Oui. Tout était écrit à la virgule près, il n'y avait aucune improvisation. Maîtriser ces mots pour éviter de faire peur davantage, ou alors pour maîtriser vos émotions? Alors, maîtriser ces mots d'abord parce que la parole du procureur là-dessus, la parole judiciaire, ça doit être une parole qui doit être neutre, objective et rigoureuse. Donc effectivement, c'est la première raison de tout ça. Mais effectivement, derrière cette raison principale, il y a effectivement la dimension rassurée. Ça, on l'a pas vu tout de suite. On nous l'a dit après, notamment après. Vous avez rassuré les Français. C'est vous, les journalistes, qui nous avez dit vous rassurer. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on a intégré. Et je reconnais que dans les points presse qu'on faisait, on évitait de dire des choses qui auraient été de nature à raviver la crainte de nos concitoyens. Donc ça, on l'a intégré. Et puis la dernière, vous avez raison aussi, c'est sûr que derrière la précision et la rigueur des propos, il y a beaucoup d'émotions. Donc ce type d'exercice a aussi l'avantage de masquer l'émotion qu'il y avait. Parce que je vous assure qu'il y avait beaucoup d'émotions et même de sidération au moment où on prononce tous ces mots. Merci en tout cas d'avoir accepté de revenir sur cette longue expérience de la lutte contre le terrorisme et sur cette journée du 7 janvier 2015. Merci François Molins, ancien procureur de la République de Paris. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les